Mélanie Lynn Temperton est une jeune fille de 20 ans qui a disparu à Mascouche en 1988 au Québec. Cette jeune femme a dit à sa mère qu'elle allait rencontrer une amie et à cette amie, elle a dit qu'elle allait rencontrer une personne inconnue. Hello tout le monde, je suis trop heureuse de vous retrouver pour cette semaine des 5000 abonnés. Déjà merci beaucoup, on est 5000, c'est trop cool. Et voilà, je suis trop heureuse, on va se retrouver tous les jours. J'espère que vous êtes aussi contents que moi. Aussi n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, maintenant lançons-nous dans la vidéo. Alors l'histoire se déroule en 1988 dans la province de Québec à Mascouche. Au moment des faits, Mélanie Lynn Temperton est une jeune fille de 20 ans. Ses parents sont divorcés, son père s'appelle Fred Temperton et sa mère Gwen Temperton. J'ai pas trouvé son nom de jeune fille, mais bon, on va l'appeler Gwen. Mélanie vit en grande partie avec sa maman à Mascouche, qui est un quartier, même si c'est au Québec, majoritairement anglophone. Mélanie, elle a un frère et une sœur, mais malheureusement, sa sœur, qui s'appelle Glenda, est décédée en 1974 d'un cancer au cerveau. Ça a été une très grosse épreuve pour la famille, et Mélanie avait été vraiment très affectée par la mort de sa sœur parce qu'elle était très proche. Et on sait que même quand Mélanie avait 20 ans, donc au moment des faits, elle parlait encore beaucoup de sa sœur Glenda, elle était vraiment encore très affectée de ce qui lui était arrivé. Une chose à savoir aussi, c'est que donc les parents de Mélanie se sont séparés après la mort de Glenda, leur petite fille, mais par contre ils sont restés en très bons termes, ils se parlent toujours, donc voilà, de leur côté ça va, il n'y a pas vraiment d'animosité. D'ailleurs, ils parlaient beaucoup ensemble des mauvaises fréquentations de Mélanie, et ils étaient d'ailleurs très inquiets pour leur fille, pour maintenant leur dernière fille, parce que ça allait pas trop dans sa vie pour elle. Elle voyait des mauvaises personnes, elle avait des mauvaises habitudes, elle avait arrêté l'école, enfin voilà, c'était un peu compliqué pour elle. Déjà quand Mélanie a eu 16 ans, sa priorité c'était vraiment de faire la fête. On sait qu'elle prenait quand même des drogues avec ses amis. On sait même que quand elle avait 16 ans, Mélanie est sortie avec un garçon qui était réputé comme étant un peu un mauvais garçon, et donc Mélanie est sortie avec lui, sauf que c'était pas une relation stable, ils se mettaient ensemble puis ils se mettaient plus ensemble. C'était un peu malsain. Je dis que c'était malsain parce que ce garçon-là avait quand même une très mauvaise réputation et lui-même était très bizarre. C'était un garçon, même la famille de Mélanie le sentait pas. Vraiment, ils avaient très peur pour leur fille parce qu'ils trouvaient ce garçon de 16 ans seulement, mais très étrange, très un peu violent aussi. Enfin voilà, il y avait vraiment un problème avec ce garçon. Donc là, les parents vont prendre une décision, c'est qu'ils vont envoyer leur fille Mélanie en Californie chez son oncle pour essayer de l'éloigner de ce garçon en question. Ils espéraient aussi qu'avec cet éloignement un petit peu de sa vie actuelle, Mélanie puisse reprendre ses études, mais malheureusement ça ne va pas marcher. Elle va revenir au Canada et il n'y a pas grand chose qui aura changé pour elle. D'ailleurs, une fois revenue au Québec, Mélanie va emménager avec son copain. Donc maintenant on va faire un bond en 1988 quand Mélanie a 20 ans. Et Mélanie vient de rompre avec son petit ami, ils habitent plus ensemble. Elle en a eu marre en fait, et elle est partie. Donc peut-être qu'on y reviendra plus tard à ce petit ami en question, mais là elle est célibataire. Elle travaille à Montréal comme secrétaire et elle aide aussi parfois son père dans l'entreprise familiale. Elle a une meilleure amie dont je vais un petit peu vous parler. Elle s'appelle José Walsh et au moment des faits, donc en 1988, elle a 20 ans, donc le même âge que Mélanie, et elle est enceinte. Elle est enceinte mais soit, je sais pas si elle connaît pas le père ou s'il est juste absent. En tout cas, elle va être une mère célibataire. Et Mélanie, elle est vraiment très heureuse que son amie soit enceinte et elle lui a promis de l'aider toute sa vie, si elle le peut, d'être là à l'accouchement. Enfin vraiment, en fait, elle voulait élever ce bébé avec sa meilleure amie. Et Mélanie, c'était vraiment une bonne amie. On peut lui reprocher, voilà, d'être très fêtarde, d'avoir des mauvaises fréquentations, mais c'était une très très bonne amie. Et voilà, elle voulait vraiment élever cet enfant avec sa meilleure amie. Et donc, elle était vraiment très impatiente que l'enfant naisse.
Ça va nous servir un petit peu plus tard, mais c'était important que vous le sachiez. Maintenant, venons-en à la soirée du 21 septembre 1988. Ce soir-là, Mélanie a mangé dans un restaurant Saint-Hubert à Terrebonne avec son papa. Donc, après le repas, vers 19h, Fred va reconduire sa fille chez sa mère, parce que comme je le disais, donc comme ils sont divorcés, Mélanie vit souvent chez sa maman en tout cas, et donc Fred la raccompagne jusque là-bas. Une fois arrivée devant chez elle, Mélanie va sortir de la voiture et elle va dire à son père: n'oublie jamais que je t'adore. Puis elle va fermer la portière et son père va la voir rentrer chez elle et il va partir. Là, ce sera la dernière fois que Fred verra sa fille. Alors ce soir-là, Gwen, la maman de Mélanie, n'était pas à la maison. Donc là, Mélanie était seule, mais elle n'avait pas l'intention de rester très longtemps chez elle parce qu'elle devait aller à Montréal, dans le secteur Saint-Laurent, pour passer une soirée entre filles. Il faut savoir que Mélanie n'a pas de voiture, donc pour aller jusque chez son amie qui s'appelle Diane, elle a demandé à José, donc sa meilleure amie qui est enceinte, de la conduire. José va la chercher chez elle et elle l'amène jusque Montréal. C'est plus ou moins 40 minutes en voiture. Là, on sait que José n'a pas été à la soirée. Elle a déposé Mélanie devant chez Diane et elle est partie. Elle n'a même pas vu si Mélanie rentrait chez Diane ou non. Un peu plus tard dans la soirée, donc Gwen, la maman de Mélanie, va recevoir un appel de sa fille qui lui dit qu'elle s'amuse bien à la soirée avec Diane et que elle préférerait dormir chez elle parce que de toute manière, elle va pas rentrer dans la nuit ou très tard jusque là où elle habite, chez sa maman. Donc elle demande à sa maman si elle peut dormir chez son amie. Sa maman lui dit pas de souci. Et voilà, donc pour le moment, Gwen ne s'inquiète pas du tout pour sa fille, elle est en sécurité, elle est avec Diane, tout va bien. Le 22 septembre, donc le lendemain, Gwen, la maman de Mélanie, attend que sa fille rentre à la maison, mais les heures passent et elle ne rentre pas. Là, Gwen, elle va pas spécialement appeler la police, même si la nuit est tombée, parce qu'elle se rappelle que Mélanie avait gagné des billets pour un concert à Montréal ce soir-là. Donc elle se dit, bon, elle m'a sans doute pas tenue au courant, mais elle est sans doute restée à Montréal la journée pour pas devoir faire l'aller-retour. Et elle a été au concert. Donc la maman de Mélanie, même si elle est quand même un peu inquiète, elle va se coucher en se disant, demain, elle va rentrer à la maison. Nous sommes le 23 septembre, donc le lendemain matin encore, et Gwen se réveille, sauf que sa fille n'est toujours pas rentrée. Donc là, elle va faire face à la réalité et elle va se dire que quelque chose est sans doute arrivé à Mélanie. Elle va même recevoir un appel du travail de sa fille pour dire que Mélanie ne s'est pas présentée à son travail. Et là, ça va vraiment être la goutte d'eau parce que Mélanie ne louperait jamais son travail selon sa mère et même selon son employeur. C'était impossible. Mélanie, soit elle prévient longtemps à l'avance, mais c'est impossible qu'elle n'aille juste pas à son travail sans prévenir personne. Donc là, on est plus ou moins sûr que quelque chose est arrivé à Mélanie. Gwen va prendre la décision d'appeler la police pour reporter la disparition de sa fille. Et là, la police va leur dire que Mélanie a 20 ans et que c'est sans doute une fugue, même si c'est pas vraiment une fugue si on a 20 ans, mais qu'elle va sans doute revenir, qu'elle a été voir des amis, etc. Donc la police ne prend pas du tout l'affaire au sérieux, même si ça fait déjà 48 heures que Mélanie a disparu. Bon, là, heureusement, la maman de Mélanie va insister auprès de la police. L'employeur de Mélanie va aussi venir insister en disant que c'était impossible que Mélanie ne se présente pas à son travail. Et là, la police va enfin se décider à prendre l'affaire un petit peu plus au sérieux. Là, la police va avoir la bonne idée de téléphoner à Diane, donc l'amie chez qui Mélanie avait passé la nuit, le jour de en tout cas la nuit de sa disparition. Chose qui n'avait pas été faite avant, c'est vraiment étrange, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc là, la police téléphone à Diane et Diane va dire que Mélanie n'a en fait jamais était chez elle, qu'elle ne s'est jamais pointée et qu'en fait elle devait comme tenir un secret pour Mélanie, mais en fait Mélanie lui avait dit: si on me demande, dis que je suis chez toi, mais en fait je vais à Montréal et je vais rencontrer quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est une personne inconnue, mais Mélanie n'a donné de détails à personne. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle a demandé à son amie Diane de la couvrir. Avec cette information, la police va prendre l'affaire de plus en plus au sérieux et là, on va être à peu près sûr que quelque chose est arrivé à Mélanie et que peut-être cette personne qu'elle devait rencontrer est le suspect principal. Malheureusement, en interrogeant José, sa meilleure amie enceinte, et Diane, on n'en saura pas plus sur où exactement elle devait rencontrer cet inconnu ou si c'était une fille ou un garçon, même si on pense réellement que c'était un garçon. José va quand même dire quelque chose d'assez intéressant. Elle va expliquer que quand elle a été chercher Mélanie ce soir-là chez elle, Mélanie était au téléphone, puis elle a raccroché et elle paraissait agitée. Elle n'était pas comme d'habitude. Mélanie était vraiment agitée et ça se voyait que quelque chose était différent. Elle ne sait pas vraiment dire si c'était un peu d'excitation ou du stress ou quelque chose comme ça.
mais quelque chose était différent chez Mélanie. La police va avoir la bonne idée de retracer les opérations de carte de crédit que Mélanie a fait ce jour-là. La première chose qu'on va se rendre compte, c'est que à Terrebonne, le 21 septembre, donc juste avant d'aller à Montréal, elle avait retiré 120 $ donc à la banque de Terrebonne. On va aussi apprendre qu'une fois à Montréal, elle a été dans un motel qui s'appelle Motel Métro à l'avenue de la Jeunesse à Montréal et qu'elle y a loué une chambre. Et ces deux choses seront les seules choses qu'on va retrouver. Et après le motel, après la transaction qu'elle a fait au motel, Mélanie ne se servira plus jamais de sa carte de crédit. La police va s'imaginer plusieurs scénarios et le scénario de la fugue est revenu. En fait, on pense que peut-être Mélanie a voulu fuguer avec un homme qu'elle aurait rencontré et que voilà, elle aurait changé d'identité, mais pas toute seule, avec quelqu'un d'autre. Mais là, les amis et la famille de Mélanie vont juste s'offusquer que les policiers reprennent cette théorie et vont dire que c'est juste impossible, Mélanie n'a pas fugué. En fait, Mélanie n'était pas du tout ce genre de personne, elle s'entendait super bien avec ses parents, avec son frère, elle s'entendait, enfin, elle avait des super amis, et puis surtout, il y avait José qui allait avoir un enfant, et c'était vraiment un projet dans le futur, elle se projetait dans quelque chose et elle avait vraiment très hâte. Donc la thèse de la fugue paraissait impossible, surtout quand on pense qu'elle avait des projets futurs. D'ailleurs, entre-temps, José va accoucher et en fait, le jour de l'accouchement, ça va être très difficile parce qu'on s'est dit, si vraiment Mélanie a fugué, qu'elle est partie quelque part, c'est sûr qu'elle va revenir pour l'accouchement, c'est sûr parce que elle y tenait tellement. Sauf qu'elle n'est jamais revenue et c'est là que la famille va se dire que sans doute elle n'a pas fugué, ça maintenant c'était sûr et que quelque chose de grave lui était sûrement arrivé. Pour la famille et les amis de Mélanie, c'est sans aucun doute un acte criminel, peut-être quelqu'un séquestre Mélanie, peut-être que quelqu'un l'a tuée. Par contre, pour la police, c'est pas du tout le cas. Eux, ils ont vraiment leurs réserves par rapport à cette hypothèse parce qu'on n'a vraiment rien retrouvé. On n'a pas retrouvé de sac, d'habits appartenant à Mélanie. On n'a retrouvé aucun corps. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Au motel, on n'a strictement rien retrouvé, pas de traces de sang. Donc voilà, la thèse de l'acte criminel ne peut pas être prouvée. C'est juste ce qu'on peut imaginer, mais il n'y a rien qui le prouve. D'ailleurs, dans les années qui ont suivi la disparition de Mélanie, plusieurs personnes ont été suspectées. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé cette information, mais malheureusement, à chaque fois, ils ont été relâchés car on n'avait rien contre eux. Pendant très longtemps, la maman de Mélanie a pensé que peut-être c'était l'ex-petite amie de Mélanie qui lui avait tendu un piège. Parce que bon, la maman de Mélanie se rappelle que ce petit ami était vraiment violent, que même quand ils sortaient ensemble, elle avait peur pour la sécurité de sa fille. Et maintenant qu'ils ont rompu et que ce garçon très violent à la base a comme le cœur brisé, il aurait très bien pu s'en prendre à sa fille. Mais là, peu de temps après la disparition de Mélanie, une autre Mélanie qui s'appelle Mélanie Cabet va aussi disparaître à Montréal. En fait, Mélanie Cabet, elle avait 19 ans au moment de sa disparition. Elle a disparu le soir dans les rues de Montréal et sa disparition sera quand même pas mal comparée à celle de Mélanie Temperton. Pour vous parler un petit peu de la disparition de Mélanie Cabet, elle a été vue pour la dernière fois le 22 juin 1994 et c'était vers 1h45 du matin. En fait, elle devait juste marcher de chez son amie jusqu'à chez elle et malheureusement, c'est sur ce chemin qu'elle a disparu. Une chose importante à savoir, c'est que le chemin que Mélanie Cabet a emprunté est un chemin qui se situe pas très loin du motel où Mélanie Temperton a été portée disparue. D'ailleurs, ce qui est vraiment fou avec Mélanie Cabet, c'est que son corps a été retrouvé, donc elle était décédée, et on l'a retrouvée près d'une autoroute, près de Mascouche, donc Mascouche, là où habitait Mélanie Temperton. Et ça prouve que son corps a été déplacé. Donc là, ça pourrait montrer que Mélanie Temperton est peut-être décédée à Montréal dans ce motel, mais que son corps a été déplacé quelque part et que ce serait pour ça qu'on ne l'ait jamais retrouvé. Au final, dans cette affaire, personne n'a été condamné et même sérieusement suspecté, ce qui est vraiment horrible. Que ce soit dans le cas de Mélanie Temperton ou Mélanie Cabet, personne n'a été suspecté. C'est vraiment triste. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!